Je vais vous parler d'un monde si incroyable qu'il paraît irréel, qu'on juge trop complexe à comprendre. Vous avez entendu des théories du complot sur l'élite, les milliardaires et le fameux 1%. Et je suis ici pour vous dire qu'ils vivent effectivement au-dessus des lois, mais ils n'utilisent pas de pouvoir surnaturel pour y parvenir. Ils disposent de moyens plus néfastes et ont créé des failles juridiques à leur seul profit. Dans cette série, je vais vous expliquer comment fonctionnent ces systèmes étranges et bizarres et comment ils finissent par détruire notre monde onshore. Bienvenue dans l'offshore. Pourquoi certaines des plus grandes œuvres d'art du monde sont-elles enfermées dans des coffres-forts secrets ultra sécurisés? Comment certains s'enrichissent-ils grâce à ce casse? Nous expliquons comment les riches vivent au-dessus des lois, créent des systèmes pour y arriver et nous exploitent. Bienvenue dans l'offshore. Quand on pense à des vols d'œuvres d'art, on imagine probablement George Clooney en train d'élaborer des plans ingénieux pour contourner les autorités. Eh bien, les ultra-riches volent de l'art d'une manière moins cool, mais bien plus révoltante. Comment et pourquoi les riches font-ils cela? Et où va tout cet art? Bienvenue au Freeport de Genève. Veuillez garder vos bras, vos jambes et vos plus-values imposables dans le Freeport en permanence. Un Freeport est essentiellement une forteresse de stockage offshore, hautement sécurisée, secret et exonérée d'impôts. Il en existe des tonnes dans le monde, comme de petites cachettes offshore où tout est permis. L'idée remonte à l'Antiquité, comme l'île grecque de Délos. Les Romains en ont fait un Freeport vers 166 avant Jésus-Christ et c'est devenu un centre de commerce animé et attractif pour les riches de la région méditerranéenne. Ils échangeaient 10 000 esclaves par jour. Regardez, les Freeports sont une idée de bon sens. Si vous transportez du blé d'Ukraine au Royaume-Uni et que vous faites escale en Italie pour faire le plein, vous ne devriez pas payer de taxes italiennes sur des marchandises encore en transit. Les riches se sont appropriés ce système de bon sens et l'ont détourné pour servir leurs propres intérêts. Les systèmes anti-double imposition sont souvent utilisés dans les paradis fiscaux pour que les biens échappent à l'impôt. Des freeports se multiplient dans le monde, tandis que les investisseurs cherchent à échapper aux impôts, blanchir de l'argent ou financer des extrémistes. Attention, encore un trou noir fiscal. Mais cette fois, cela peut aussi financer l'extrémisme. Un homme est souvent crédité d'avoir transformé les Freeports de simples entrepôts de céréales en refuges offshore pour collectionneurs d'art milliardaires. Yves Bouvier, également connu sous le nom de roi des Freeports. Bouvier, ressortissant suisse, vient d'une famille active dans le stockage de meubles et le transport d'œuvres d'art. Alors que les banques suisses perdaient leurs paradis fiscaux, il a eu l'idée de combiner les Freeports, d'abord pour le stockage temporaire de produits périssables, avec le marché le plus déréglementé, opaque et réservé aux ultra-riches. L'art. Il est même allé jusqu'à ouvrir ses propres Freeports à Singapour et au Luxembourg. Nous reparlerons de lui plus tard. Continuons la visite du Freeport de Genève, d'accord? Il a été fondé en 1888 et c'est maintenant essentiellement une forteresse avec des contrôles méticuleux de la température et de l'humidité, une sécurité de pointe, des pièces conçues comme des coffres-forts impénétrables, des portes blindées résistantes aux explosions et des serrures biométriques. C'est ici que j'aimerais vous faire une visite détaillée de ce que nous pensons se trouver dans le Freeport de Genève. Mais je ne peux pas, et c'est en grande partie pour cette raison que cet endroit a prospéré. L'industrie de l'art est l'une des industries les plus secrètes au monde. Et le Freeport de Genève, dans la même tradition que les banques suisses, est une véritable boîte noire pleine de secrets. Il n'était même pas tenu légalement de faire un inventaire ici, avant 2007. Je peux aussi vous dire que les chefs-d'œuvre gardés secrètement derrière ces murs ont une valeur estimée à 100 milliards de dollars. On estime à environ 1,2 million le nombre d'œuvres d'art stockées dans le Freeport. À titre de comparaison, le MoMA à New York possède environ 200 000 œuvres. Des rapports estiment qu'il y aurait jusqu'à 1000 Picasso au Freeport de Genève. Et il n'y a pas que l'art non plus. Il y a toutes sortes d'objets de luxe qui prennent de la valeur sans être taxés, y compris des voitures de collection, des montres de luxe, des vins, ainsi que des artefacts égyptiens et romains anciens. Dernière remarque avant de conclure la visite du Freeport de Genève, les amis. Avant d'entrer dans ce bâtiment, vous étiez à Genève, en Suisse, mais jusqu'en 2007, la Suisse ne reconnaissait même pas ce bâtiment comme faisant partie de son propre territoire. Personne ne le reconnaissait. Vous êtes ici, mais vous ne l'êtes pas.
Vous existez, mais nous ne sommes liés ni à un État-nation, ni à la morale, ni à la réalité. Vous êtes maintenant dans le monde offshore et vous n'allez jamais, jamais en sortir. Alors, comment en sommes-nous arrivés là? Comment en sommes-nous arrivés à ce que des œuvres d'art de renommée mondiale soient décrochées des murs et placées dans des entrepôts obscurs pour accumuler de la valeur sans impôt, au lieu d'être appréciées par qui que ce soit? Il est difficile de dire exactement à quel moment l'art est passé d'un objet de prestige apprécié des riches à un simple véhicule d'investissement pour les ultra-riches et les firmes de Wall Street, mais je peux vous dire ceci. En 2015, Lawrence Fink, président de BlackRock, la plus grande société d'investissement au monde, a déclaré que l'art contemporain avait supplanté l'or comme réserve de valeur. Le phénomène s'accentue. Les 10 tableaux les plus chers ont été vendus ces 15 dernières années, même en tenant compte de l'inflation. Les joueurs de cartes de Paul Cézanne s'est vendu pour plus de 250 millions de dollars. Interchange de Willem de Kooning s'est vendu pour environ 300 millions. Enfin, le numéro 1 de tous les temps sur la liste des tableaux les plus chers jamais vendus est le Salvator Mundi de Léonard de Vinci. Tout cela pour 450 millions de dollars. Par le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, le tableau serait exposé sur son yacht. Oh, regarde ce décolleté sur Jésus. Waouh. Ce ne sont que les prix que nous connaissons, et cela nous amène à la raison principale. L'art a explosé en tant qu'actif d'investissement au cours des dernières décennies. Le marché de l'art est le marché le moins réglementé au monde. Les maisons de vente aux enchères n'ont aucune obligation de déclarer qui vend une œuvre d'art ou qui en achète une. Lors de ventes privées, une œuvre d'art peut être vendue d'une société écran à une autre, le tout en espèces. L'administration fiscale américaine compte sur ces parties pour déclarer leurs bénéfices. Bonne chance avec ça, bordel. Le blanchiment d'argent et la fraude fiscale des sociétés offshore sont terribles. Ce qui m'intéresse le plus dans cette affaire, c'est ce qui est légalement permis. C'est là que les Freeport prospèrent. Si les rendements des investissements dans l'art et son marché peu réglementé ne suffisaient pas, que diriez-vous si j'ajoutais une cerise sur le gâteau? Tout est exonéré d'impôts. Je vous ai promis un casse, alors le voici. Je participe à une vente aux enchères et surenchéris sur tout musée ou institution voulant exposer cette œuvre. Je peux payer un prix bien plus élevé parce que j'ai un petit tour dans ma poche. Je ne paye pas d'impôts. Dès que j'obtiens l'œuvre, je disparais. Pas d'alarme, aucune preuve laissée. Je l'ai acheté via une société écran en liquide. Il n'y a donc aucune trace de mon implication. Ensuite, je planque mes biens dans l'endroit le plus sûr dont un voleur puisse rêver, un Freeport. Je veux dire, c'est fou que cet endroit existe même. C'est comme un lieu légal pour les bandits, comme un club privé où cacher tout mon butin. On traîne, on joue aux cartes, on discute. T'as volé quoi? Moi, ça. Mais on ne parle pas de l'argent de la société écran. Dis simplement que ton butin est toujours en transit. Ils ne pourront rien faire. Je conserve ces biens quelques années, observe leur prix s'envoler, bien plus que tout investissement classique, sans qu'ils quittent jamais le Freeport. Je trouve un acheteur prêt à payer plus cher. Il l'achète aussi via une société écran, en liquide, comme moi. Utiliser une société écran, c'est la version milliardaire de mettre une cagoule. Les seules personnes au courant de cette affaire sont ta société écran, ma société écran et Dieu là-haut. L'acheteur et le vendeur ignorent l'identité de l'autre. Et comme ça, boum, je me tire. Libre comme l'air, l'argent en main, pas de taxes de vente, pas d'impôt sur les plus-values, l'œuvre reste cachée et ne sera plus jamais vue. Un autre braquage offshore réussi. Tout cet anonymat peut voler en éclats quand les ultra-riches s'attaquent entre eux. On adorerait une querelle juteuse entre riches qui dévoilent toutes leurs magouilles. En 2015, c'est exactement ce qui s'est passé. Retour à Yves Bouvier. Pendant des années, Bouvier a profité de son statut de roi des Freeport pour obtenir des informations privilégiées sur qui possédait quelles œuvres d'art. Il prétendait agir en tant qu'intermédiaire pour un acheteur en prenant une commission de 2%, alors qu'en réalité, il achetait lui-même le tableau, puis le revendait à son client avec d'énormes marges bénéficiaires, parfois jusqu'à 100 millions de dollars sur une seule œuvre. L'affaire a fait la une quand Dmitri Ribolovlev, l'oligarque russe, l'a poursuivi en justice pour fraude. Ribolovlev avait acheté Nu couché au coussin bleu de Modigliani pour 118 millions de dollars.
Par hasard, Rybolovlev, lors d'une fête à Saint-Barthélemy, a rencontré une personne connaissant le vrai vendeur du tableau. Il a appris que celui-ci avait été vendu pour 93,5 millions de dollars. Il s'est fait avoir. Bouvier l'avait escroqué de 24 500 000 dollars rien que sur ce tableau, et de bien plus encore sur les 34 autres tableaux sur lesquels ils avaient fait affaire. Rybolovlev a accusé Bouvier de lui avoir soutiré plus d'1 milliard de dollars au cours de leur relation. Bouvier a finalement été inculpé pour fraude et blanchiment d'argent. On adore voir ça. C'est le monde auquel on fait face. Si secret et riche que des centaines de millions peuvent être volés sans que personne ne le remarque. Ils l'ont su seulement après s'être croisés à une fête. Ce n'est qu'une petite partie du problème. On ignore tout du reste. La publicité est la kryptonite de l'offshore. Des enquêtes sur des biens volés au Freeport de Genève ont renforcé la réglementation. Ces réglementations ont des failles. Si ces failles ne vous conviennent pas, vous pouvez déplacer vos affaires dans un autre Freeport. Le pire, c'est que désormais, les ultra-riches et les grandes sociétés d'investissement sont dans le jeu. De plus en plus d'œuvres d'art vont être retirées des murs pour aller dans ces entrepôts exonérés d'impôts. Ils sont littéralement incités à ne jamais nous laisser revoir ces œuvres d'art culturellement importantes. L'art est fait pour être apprécié. Les antiquités sont censées nous enseigner l'histoire. Le vin est fait pour être partagé avec amis et famille lors d'une fête, pas stocké dans un entrepôt. Ils transforment tout cela en simples instruments financiers cachés dans des sous-sols sans fenêtres. Que se passe-t-il? C'est dégoûtant, c'est cupide, les gens. Quoi? Je termine sur une anecdote. Le Louvre à Paris était réservé au roi et sa cour, jusqu'à sa prise par le peuple lors de la Révolution française. 7,5 millions de personnes l'apprécient chaque année. C'était Offshore. Je vous retrouve sur la plage la prochaine fois. Sur une île connue pour ses navires disparus, des entreprises font disparaître mystérieusement des milliards de dollars. Nous expliquons comment les riches contournent les lois grâce à des systèmes et nous la mettent à tous. Bienvenue dans le monde offshore. Ah, les Bermudes, ces plages de sable rose, un dark and stormy, quelques shorts. Nous avons tous entendu parler des pouvoirs mystérieux du triangle des Bermudes. Mais saviez-vous que des entreprises utilisent ce pouvoir pour faire disparaître des milliards de dollars? Est-ce que ces gens s'en sortent? Et comment Google, une entreprise soi-disant tellement attachée à ne pas être malveillante qu'elle en a fait sa devise, Don't be evil, a-t-elle réussi à faire disparaître des milliards de dollars en jouant avec les chiffres? Beaucoup d'entreprises évitent aussi de payer des impôts grâce à des paradis fiscaux en Suisse et aux Bermudes. Ce n'est pas juste. Biden évoque la lutte contre l'optimisation fiscale offshore. Il en connaît un rayon puisque son État, le Delaware, est un paradis pour les entreprises. 68% des entreprises du Fortune 500 sont incorporées dans le Delaware. Il y a plus de sociétés que d'habitants dans le Delaware, ce qui veut dire que si tu es sur Hinge dans le Delaware, tu as de bonnes chances de te faire littéralement avoir par une entreprise. Malgré ces règles souples pour les entreprises, le Delaware ne peut rivaliser avec les Bermudes. Chaque île offshore a sa propre spécialité. L'une de celles des Bermudes, c'est l'érosion de la base fiscale et le transfert de bénéfices vers le trou noir des Bermudes. Oh mon Dieu, c'est un trou noir juridique et fiscal. Énorme. Les multinationales américaines utilisent des failles fiscales pour transférer des bénéfices de pays normalement imposés vers les Bermudes. Et tout cela est lié au taux d'imposition des sociétés ultra avantageux des Bermudes. Les Bermudes écrasent la concurrence en offrant aux entreprises les meilleurs taux d'imposition dans le secteur offshore. 35% en Argentine. On réduit 21% aux États-Unis, facile à réduire. 12,5% en Irlande, on réduit aussi. Les Bermudes imposent les entreprises au taux incroyablement bas de 0%. Et vous savez, c'est trop tentant pour que les entreprises y résistent. Laissez-moi vous donner un exemple. Regardez ce logo. Iconique. Le swoosh a été commandé en 1971 par Phil Knight lorsqu'il était professeur adjoint de comptabilité à l'Université d'État de Portland. Nike a payé 35 $ pour faire concevoir un logo pour sa marque, Nike. Le swoosh de Nike est maintenant estimé à une valeur de 26 milliards de dollars. La société Nike a été créée dans l'Oregon. Phil Knight, né et élevé dans l'Oregon. Le siège de Nike est dans l'Oregon. Donc, le swoosh de Nike est originaire de l'Oregon, non?
Non, mets-lui un short, donne-lui un cocktail dark and stormy. Le logo Nike est bermudien, mec, du moins pour des raisons fiscales. Du début des années 2000 à 2014, nous connaissons le statut bermudien du swoosh grâce aux Paradise Papers, une fuite massive de documents d'un cabinet d'avocats offshore révélant des informations sur des dirigeants mondiaux. Le secrétaire d'État de Trump, Rex Tillerson, son secrétaire au commerce, Wilbert Ross, la reine Elisabeth et maintenant le roi Charles. Des célébrités comme Bono, Madonna et des entreprises américaines comme Apple, Facebook, McDonald's, Disney, Twitter, Uber, Walmart, Yahoo et bien sûr Nike et leurs petits swoosh bermudiens. Quand toutes ces affaires, qui ne sont pas techniquement illégales, sont révélées, alors les politiques changent. Mais peux-tu garder le plus gros et le plus bordélique des montages bermudiens secrets ? Laisse-moi te parler du double irlandais avec un sandwich néerlandais. Ce n'est pas une spécialité dans un bar diététique. Ce n'est pas non plus un terme sexuel inventé par des ados sur Urban Dictionary. C'est le nom d'un braquage qui utilise l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices ou le trou noir des Bermudes. Et le double irlandais avec un sandwich hollandais, c'est une petite manœuvre astucieuse, difficile à garder secrète. Regardons comment Apple a utilisé le double irlandais avec un sandwich hollandais. Ils le font depuis les années 80. Ils étaient les meilleurs dans ce domaine, les pionniers. Apple vend la propriété intellectuelle à une société Apple basée aux Bermudes pour $1. Bermudes. Apple cède la propriété intellectuelle à une filiale irlandaise pour $100. Apple Irlande vend à une société néerlandaise appartenant à Apple pour $100. Apple Pays-Bas à une autre société irlandaise appartenant à Apple pour $100. C'est de là que vient le sandwich. Tout l'argent revient finalement aux Bermudes, où le bénéfice de $99 est imposé à 0% grâce à leur taux d'imposition des sociétés. Puis l'argent peut être renvoyé aux États-Unis, déjà imposé pour Apple US. Ça ressemble un peu à un triangle, non ? Voyons une autre petite entreprise sympathique, le Googleplex près de Palo Alto. C'est le célèbre complexe de bureaux de Google. Il y a plein de choses folles. Des capsules pour la sieste, des toilettes à température contrôlée, des toboggans, des salles de massage et même des terrains de volley-ball. C'est vraiment dingue. Ça coûte très cher, environ $1 milliard pour créer ce Googleplex. Sans déconner. Le bureau de Google aux Bermudes était un peu plus petit. Le Googleplex fait 2 millions de pieds carrés. Le bureau des Bermudes faisait moins d'1 pied carré. Le Googleplex compte 144 000 employés. Le bureau des Bermudes en a 0. Google utilise le bureau des Bermudes uniquement pour appliquer la technique du double irlandais et sandwich hollandais. Les bénéfices européens non imposés n'ont pas besoin de toboggan, de piscine ou de capsules de sieste. Ils ont simplement besoin d'une boîte postale à $300 par an au bureau de poste de Hamilton, aux Bermudes. Oui, c'est juste une boîte postale, ce qui convient parfaitement. S'ils emploient ce foutu Stuart Little, rappelez-vous, ils n'ont aucun employé là-bas. Vous pourriez penser que ce genre de montage élaboré d'évitement fiscal est un peu immoral et hypocrite pour une entreprise dont le modèle était célèbrement « Ne soyez pas malveillants ». L'adresse exacte de ce bureau aux Bermudes était 56 Church Street, Hamilton, Bermudes, boîte postale 666. Je suis ce connard, Saint-Sluginus. Un peu trop évident, putain. Google. Le Googleplex a coûté $1 milliard. La boîte postale numéro 666 recevait $8 milliards par an. Certains rapports indiquent que Google a transféré plus de $75 milliards de revenus non imposés avant d'être découvert. Très cool, je suppose. Mais revenons à Apple. Leur abus du système était si grand et si effronté qu'il a donné naissance à ce qu'on appelle la Leprechaun Economics. C'est alors que le PIB de l'Irlande a augmenté de 26% en un an à cause des structures d'évitement fiscal d'Apple. C'est énorme et anormal. Cela soulève-t-il des questions ? Le scandale a fini par faire disparaître cet outil d'évitement fiscal. En 2018, l'Union européenne a créé de nouvelles réglementations qui ont complètement détruit le double irlandais avec un sandwich hollandais. Et c'était vraiment un sandwich compliqué. Le système offshore repose sur le secret. Il ne faut pas attirer trop d'attention. De nouvelles réglementations ont été mises en place. Et, bien sûr, les entreprises ont retenu la leçon, ont arrêté de chercher des failles et sont devenues irréprochables. Et non, les entreprises ont créé de nouvelles structures pour éviter les impôts et leur ont aussi donné des surnoms stupides. Par exemple, après le double irlandais avec un sandwich hollandais, est venu le single malt, nommé pour l'argent transféré à Malte plutôt qu'aux Bermudes.
Tu vois, single mall, tu comprends, Malte? Les entreprises ne cesseront jamais de chercher des structures pour éviter les impôts. Toute leur existence n'a qu'un seul but, maximiser la valeur pour les actionnaires et ne pas payer d'impôts. Eh bien, oui, ça aide sûrement à créer de la valeur pour les actionnaires. Il existe des solutions, comme le taux minimum mondial d'imposition des sociétés, adopté par 137 pays, mais pas vraiment par le nôtre. Les riches s'enrichissent, et leurs comptables inventent toujours des noms absurdes pour leurs combines. C'était l'offshore. On se retrouve sur la plage la semaine prochaine. En mer, vous choisissez les règles du pays qui s'appliquent à vous. Les riches et puissants choisissent les pays qui leur permettent aisément d'éviter impôts, réglementations de sécurité et d'exploiter leurs équipages. Nous sommes ici pour expliquer comment les riches vivent au-dessus des lois, mettent en place des systèmes pour y parvenir et arnaquent le reste d'entre nous. Bienvenue dans Offshore. Ahoy, bande de salauds. Pourquoi les riches mettent-ils des drapeaux de pays au hasard sur leurs bateaux? Comment cela les aide-t-il à s'enrichir et à éviter des règles comme payer leurs employés? Les méga-yachts sont-ils en difficulté? Ou bien les entreprises et les riches s'en sortent-ils avec ces magouilles offshore? D'accord, voyons qui fait ça. Les 3 grandes compagnies de croisière ont leur siège à Miami, mais elles arborent des pavillons de pays offshore pour éviter les réglementations et économiser de l'argent. Norwegian Cruises, eux, ils naviguent tous sous pavillon des Bermudes. Carnival Cruises navigue sous un mélange moitié-moitié de pavillons du Panama et des Bahamas. Et la compagnie Royal Caribbean Cruise est basée dans le magnifique pays caribéen du Libéria, qui se trouve en réalité en Afrique et non dans les Caraïbes. Me dis pas quoi faire, je suis en croisière bébé, qui d'autre fait ça? Larry Ellison, fondateur du géant des logiciels Oracle, arbore le pavillon des îles Caïmans sur son super yacht. Le yacht familial de 164 pieds de Betsy DeVos, secrétaire à l'éducation de Trump, était immatriculé aux îles Caïmans, bien qu'il soit amarré à Huron, dans l'Ohio. Alors, l'Amérique d'abord, on repassera, j'imagine. Jeff Bezos, fondateur d'Amazon et aspirant cow-boy de l'espace, possède un méga yacht qui a récemment fait la une aux Pays-Bas, au point qu'un pont doit être démonté pour qu'il atteigne l'océan. Ce milliardaire américain, célèbre pour exploiter les travailleurs américains des entrepôts, possède-t-il un yacht américain? Évidemment non. Il est aussi immatriculé aux îles Caïmans, donc on va parler de comment diable ils font ça, mais d'abord, pourquoi diable ils le font. Vous évitez impôts et sécurité. Les salaires ne sont pas taxés dans votre pays, seulement une faible taxe là où vous êtes enregistré. Et les salaires et la sécurité des travailleurs? L'Amérique a des lois sur le travail, mais cela ne s'applique pas ici, en haute mer. Votre navire subit une marée noire. C'est une affaire entre vous et le pays du drapeau à l'arrière de votre bateau. Quand cela a-t-il commencé? Après le naufrage du Titanic? En 1912, une loi sur la sécurité et la protection des travailleurs a été adoptée, le Siemens Act américain de 1915. Les grands patrons de la marine marchande ont déclaré ne pas vouloir gérer ces règles jugées ridicules et injustes, comme fournir de la nourriture aux marins, leur permettre de dormir ou avoir des canaux de sauvetage. Ils ont donc immatriculé les navires dans des pays offshore. Des registres maritimes ouverts ont été créés dans des pays qui permettaient à votre bateau et à l'activité de ce bateau de suivre les règles beaucoup plus souples de ces pays lointains au lieu de celles de votre pays d'origine ou du pays où l'entreprise gagne son argent, ce qui serait trop logique. Tout est légal, douteux, mais légal. L'industrie maritime, principalement les cargos, les plateformes pétrolières et les pétroliers, est dominée par les registres de navires du Panama, du Libéria et des îles Marshall. Les pavillons de complaisance dominent le secteur maritime et ses problèmes. Pensez à la plateforme pétrolière Deepwater Horizon. Vous vous souvenez de cet incident? C'était une unité de forage flottante semi-submersible, donc en quelque sorte un bateau quand même. Elle a explosé et a déversé 210 millions de gallons de pétrole, dévastant la vie marine et provoquant la pire catastrophe écologique de l'histoire des États-Unis. Les enquêtes ont montré un net manque de préoccupation pour la sécurité, ce qui a facilité la situation. Naviguer sous le pavillon d'un pays aux réglementations laxistes, comme les îles Marshall, permet d'exploiter les pavillons les moins réglementés dans l'industrie. C'est l'industrie pétrolière, la plus sale, la plus huileuse, la plus répugnante, la catastrophe écologique la plus imminente. Peut-on réglementer une seule industrie qui détruit notre monde? On ne peut pas leur faire confiance. Alors, qu'en est-il de ce paquebot de croisière? Laissez-moi vous parler du Nordic Empress. En 1993, les gardes-côtes ont surpris le navire, appartenant à Royal Caribbean, en train de déverser du pétrole dans l'océan près des Bahamas. Ils ont découvert un complot pour économiser sur tout leur navire en déversant des déchets dans l'océan. Royal Caribbean a tout nié en disant « Vous ne pouvez rien nous faire, nous naviguons sous pavillon libérien ».
qu'est-ce qui ne va pas avec l'empresse? Elle est caribéenne, nordique, vraiment libérienne. Qui le sait? Je reste peu impressionné. Devinez qui d'autre utilise des pavillons de complaisance? Les rois de l'offshore, vous les connaissez, vous les détestez, les oligarques russes, ces enfoirés. Comme vous l'avez peut-être vu, certains de leurs méga yachts kitsch sont pourchassés dans des ports du monde entier. Alors, que se passe-t-il ici? Les oligarques russes sont de riches hommes d'affaires très influents, ayant amassé leur fortune lors de la privatisation des industries d'État après la chute de l'Union soviétique. Ce sont aussi des hommes ayant obtenu le pouvoir grâce à leur amitié avec Poutine et leur passion pour leurs immenses yachts. Ce sont en gros des paquebots de croisière privés. Roman Abramovich possède l'Eclipse. L'Eclipse est le deuxième plus long yacht privé du monde. Il possède 2 héliports et un mini sous-marin. Il vaut environ un demi-milliard de dollars et est enregistré aux Bermudes. Ou alors, il y a le super yacht de Dmitri Kamenchek, le Flying Fox, qui vaut environ 400 millions de dollars. Jay-Z et Beyoncé y font souvent la fête. Cet oligarque russe a peut-être 99 problèmes, mais choisir un pavillon n'en fait pas partie. Il a choisi les îles Caïmans pour son yacht qui possède un véritable bain turc et un garage spécialement conçu pour un sous-marin. Si tu as un bain turc sur ton yacht, c'est un paquebot. Mec, pourquoi ils veulent tous un paquebot privé? Les paquebots, c'est nul, reste sur terre. Je comprends pas leur délire avec les buffets. Honnêtement, ça ne me dérangerait pas d'avoir un yacht, mais maintenant, ces yachts sont traqués. Après l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, les pays ont sanctionné Poutine et les oligarques. Rappelez-vous, ces types dirigent pratiquement le pays avec Poutine. Les oligarques visés ont caché leurs richesses dans des paradis fiscaux pour que les pays occidentaux ne puissent pas y accéder. Les yachts des oligarques russes ont coupé leurs transpondeurs et rejoint des ports où ils risquaient moins d'être fouillés et saisis. Mais on ne peut pas simplement les dissimuler comme une voiture. Le Dilbar est un yacht géant et il était amarré pour des travaux en Allemagne. Son propriétaire était difficile à identifier et la situation était compliquée, mais les responsables de l'UE ont résolu l'affaire. C'est un jeu de poupées russes avec ces types. Il appartenait à une société des îles Caïmans où il est immatriculé. Mais cette société appartient à une autre société en Grèce, qui elle-même appartient à une autre société en Suisse. Et puis ça continue. C'est comme ça que fonctionnent les sociétés écrans. Ça continue jusqu'à ce qu'on trouve le petit gars. Ah non, toujours pas. Je cherche toujours cette dernière société écran. Est-ce qu'on l'a trouvée? Oh non, c'est encore plus petit. Petit bébé oligarque russe. Au centre, c'est l'oligarque russe Alisher Ousmanov. C'est notre petit chien russe, notre petit bébé oligarque. Il dit que le yacht n'est pas à lui, donc on ne peut pas le saisir, alors qu'il le possède via des sociétés écrans avant de le transférer à sa sœur. Peut-on vraiment donner un bien à sa sœur et prétendre qu'il n'est plus à soi? Ce n'est pas comme dans 7 à la maison, où tu te fais prendre avec des cigarettes et tu accuses ta sœur. Malgré toute cette dissimulation offshore, en mars 2022, l'Allemagne a saisi le bateau. Quand les pays ont un intérêt, il semble que tout à coup, ils peuvent passer outre toutes ces conneries offshore. Si tu trouves qu'un des plus grands yachts du monde appartient à un oligarque russe et se trouve dans ton port, tu peux le vendre et garder une part de l'argent. À Antigua et Barbuda, ils viennent juste de saisir un yacht, l'Alfa Nero, battant pavillon des îles Caïmans. Il semblait appartenir à l'oligarque russe Andrei Gouriev, qui a nié sa propriété via une structure offshore. Il offre tout le confort indispensable, comme une piscine convertible en héliport. Antigua et Barbuda a donné 10 jours au propriétaire pour se manifester. Sinon, il serait vendu aux enchères. Personne n'est venu. Eh bien, ce yacht n'est pas le mien. Eric Schmidt, ex-PDG de Google, a acheté le bateau pour 67,6 millions de dollars. Quelle affaire, presque gratuit. Si tu crois que cet argent va à l'Ukraine ou autre, c'est gentil mais faux. Et ça alors, un oligarque sanctionné? Le yacht de Dimitri Poumpiansky, l'Axioma, a été saisi au large de Gibraltar. Le yacht a été vendu aux enchères pour 37,5 millions de dollars, permettant à la banque JP Morgan de récupérer l'argent. La banque a récupéré 23 millions de dollars qu'elle avait auparavant prêtés à un oligarque russe milliardaire pour une raison quelconque. Les pavillons de complaisance, c'est une arnaque. C'est sérieux. Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi l'environnement et la vie des gens. Par exemple, regardez ça. Les propriétaires de cargo abandonnent souvent leurs équipages dans des ports éloignés quand les réparations sont jugées trop coûteuses. Une société basée au Qatar, appelée Aswan Trading and Contracting, a récemment abandonné 3 navires différents. Des personnes sont restées plus de 2 ans en mer sans électricité, eau courante ni sanitaire. L'entreprise a embrouillé les autorités avec sa structure de propriété. Vous vous souvenez des poupées russes?
Leurs navires arboraient des pavillons de complaisance. Ces personnes, à des milliers de kilomètres de chez elles, sont payées au tarif le plus bas, sans sécurité, repas ni sommeil. À la fin, ils sont juste abandonnés. Ramenez-les chez eux. Finissez le travail. C'est ridicule. Combien d'argent faut-il? Je comprends, vous faites des affaires. Assumez juste un minimum de responsabilité. Arrêtez de prétendre que votre bateau est au Panama, au Libéria, aux îles Marshall ou ailleurs. Arrêtez de faire semblant. Prenez juste cette petite part de responsabilité. Payez vos gens, laissez-les manger, laissez-les dormir. C'est tout. Combien économisez-vous vraiment? S'il vous plaît, juste un peu. Voici la dernière info. 40% des navires océaniques battent pavillon d'anciennes colonies américaines mises en place par des hommes d'affaires américains. Et ces pavillons sont encore vendus depuis l'État de Virginie. Alors, avant de penser que ce problème est loin de vous, sachez simplement qu'il est aussi américain que la tarte aux pommes. Très bien, eh bien... On se retrouve sur le bateau la semaine prochaine. Mince, voici l'histoire de la vie amoureuse d'un milliardaire saoudien et de sa relation avec une petite île des Caraïbes très sexy. Nous expliquons comment les riches contournent les lois grâce à des systèmes, au détriment des autres. Bienvenue dans l'offshore. Aujourd'hui, nous évoquons le milliardaire saoudien Walid Joufali, qui a conclu un arrangement particulier avec Sainte-Lucie. Joufali a apparemment essayé d'utiliser l'offshore pour pouvoir secrètement épouser une autre femme, divorcer de sa femme actuelle sans qu'elle le sache, puis éviter de payer à cette femme 238 millions de livres sterling. Cela équivaut à environ 320 millions de dollars. Comment s'est-il marié en secret pour éviter de payer un quart de milliard de livres sterling, et cela a-t-il fonctionné? Walid Joufali était un milliardaire saoudien, un vrai fils à papa. Comme la plupart des riches, il a hérité de sa fortune. Sa famille possédait la plus grande entreprise privée d'Arabie Saoudite, E.A. Joufali & Brothers. Lui et sa famille étaient incroyablement riches, et ils menaient une vraie vie de Playboy Prince. Joufali profitait pleinement de l'argent et de l'influence de sa famille pour ajouter quelques belles lignes à son CV, dont 2 titres de chevalier, l'un du Vatican et l'autre du Danemark. Des médailles de participation pour gens riches. Il utilisait aussi cet argent comme beaucoup de gens incroyablement riches, en le dépensant dans des trucs culturels extravagants. Il a déjà payé près de 900 000 $ pour quelques nus lors d'une vente de charité, dont un de Kate Moss, alors qu'on peut aussi les trouver gratuitement sur Internet. Bordel! Je pensais qu'on apprenait ça à 13 ans. Moi, c'est ce que j'ai fait. Joufali est entré sur la scène mondaine en épousant sa deuxième femme, Cristina Estrada, ex-top modèle célèbre pour avoir figuré dans le calendrier Pirelli. Pirelli est une entreprise de pneus qui, pour une raison inconnue, publie aussi chaque année un calendrier avec des mannequins nus. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Le couple a vécu dans le luxe pendant 13 ans. Méga yacht, 50 000 $ par an en manteau de fourrure, un feu d'artifice d'1 million de dollars pour les 50 ans d'Estrada. Des choses classiques de couple marié, sauf qu'au lieu d'un air fryer, c'est un feu d'artifice d'1 million de dollars. Ils ont construit un chalet-forteresse souterrain en Suisse avec des matériaux importants comme du quartz d'Afghanistan, une piscine, un garage pour 16 voitures et un spa fait d'améthyste. Heureusement, la pierre de naissance de Cristina Estrada est une topaze, sinon ce serait de mauvais goût. Mais malheureusement, il semblait que la seule chose que l'argent ne pouvait pas acheter, c'était le bonheur. C'est là que les choses deviennent un peu corsées. En Arabie Saoudite, les hommes peuvent avoir jusqu'à 4 épouses. En 2012, alors qu'il était encore marié à Estrada, Joufali a épousé un mannequin libanais de 25 ans, Loujain Adada. Vous la connaissez peut-être grâce à l'émission de télé-réalité Dubai Bling. Adada a littéralement la moitié de l'âge d'Estrada. Il est allé se remarier après son 50e anniversaire. Joufali a divorcé d'Estrada, apparemment à son insu, en Arabie Saoudite en 2014 selon la loi islamique. Cristina Estrada a découvert tout cela et s'est dit « C'est quoi ce bordel ?» Alors elle a demandé le divorce en Angleterre, où ils vivent pour le prix de 238 millions de livres. C'était comme... Comment a-t-il tenté d'éviter ce gros paiement? Il semble qu'il pensait pouvoir échapper à un règlement de divorce légal grâce à l'immunité diplomatique. Parlons donc de l'immunité diplomatique. En gros, tant qu'une personne travaille pour son gouvernement dans un pays étranger, elle ne peut pas être arrêtée ou poursuivie par le pays étranger dans lequel elle travaille. C'est une pratique controversée, car certaines personnes font des choses très graves et s'en sortent grâce à leur immunité diplomatique.
En août 2019, l'épouse d'un agent américain de la CIA a tué un homme en Angleterre en conduisant apparemment du mauvais côté de la route. Quand la femme de votre diplomate à l'étranger conduit comme dans Mario Kart, mais avec moins d'enjeux, comment obtient-on l'immunité diplomatique? D'abord, il faut comprendre que les riches peuvent acheter la citoyenneté dans le monde de l'offshore. Les pays la vendent. Tandis que les pauvres meurent sur des embarcations de fortune en tentant d'immigrer et que leurs enfants sont enfermés, les riches accumulent les passeports comme des cartes Pokémon. Vous voyez où je veux en venir? Parfois, je sais même pas si c'est vraiment clair, ils achètent la citoyenneté. Je veux insister là-dessus. Vous ne pouvez pas partir, vous devez rester. Les riches, eux, achètent tout ce qu'ils veulent. C'est à vendre. Si vous êtes ultra riche, vous pouvez parfois éviter la citoyenneté et obtenir directement le statut de diplomate dans un pays où vous ne vivez pas. Apparemment, c'est ce que Djoufali a fait lorsqu'il a été confronté au divorce. Il a invoqué son immunité juridique en tant que diplomate de Sainte-Lucie, car il s'avère que Djoufali avait été nommé représentant permanent de Sainte-Lucie auprès de l'Organisation maritime internationale, une agence de l'ONU chargée de réglementer la navigation, la sécurité et la sûreté maritime. Walid Djoufali avait-il des qualifications reconnues en droit maritime? Non. Avait-il des compétences ou une expérience particulière liée au bateau ou à ce genre de choses? Non plus. Mais vivait-il à Sainte-Lucie? Pas vraiment. Je ne l'ai jamais vu faire quoi que ce soit lié au bateau. Je ne sais pas s'il sait faire des nœuds marins ou autre. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe. On ne peut pas affirmer avec certitude qu'il a payé pour son poste d'ambassadeur. Mais cela, on peut le dire. Al Jazeera a révélé que les pays de la Dominique et de la Grenade vendaient un poste diplomatique très similaire. Comment ce plan a-t-il été mis en place? Vous vous souvenez quand Cristina Estrada a découvert ce mariage secret avec le mannequin de 25 ans? Selon les tabloïds, elle a confronté son mari. C'est alors que Djoufali aurait effectué son premier séjour à Sainte-Lucie, obtenant son titre maritime 4 mois plus tard. Une fois son immunité diplomatique assurée, il coupe les ponts, divorce en Arabie Saoudite et dit « Viens me chercher, je suis marin maintenant ». Puis, la Haute Cour du Royaume-Uni a rejeté les revendications diplomatiques de Djoufali. A rejeté les revendications de Djoufali en tant que diplomate. Le juge a déclaré que la nomination de Djoufali était une construction entièrement artificielle et qu'il n'y avait aucune preuve qu'il ait la moindre connaissance ou expérience en matière maritime. Il a aussi affirmé que Djoufali avait obtenu ce poste principalement pour contourner la loi britannique. Le juge a essentiellement dit « On sait que vous mentez sur le fait d'être un expert maritime. Tout le monde en parle. » Djoufali a perdu le procès. Il a été condamné à verser 75 millions de livres dans le cadre d'un règlement de divorce, l'un des montants les plus élevés de l'histoire anglaise. Ça fait 110 millions de dollars, une somme folle pour nous, mais finalement, ce n'est pas grand-chose pour quelqu'un qui vaut 9 milliards. Alors, tant pis, je comprends même pas pourquoi il a agi ainsi. Alors, quelle est la grande leçon ici? La clé du système offshore, c'est le secret. Tout est légal tant qu'il n'y a pas trop de bruit. S'il avait usé de son immunité pour commettre un acte simple, comme tuer quelqu'un en voiture, il s'en serait sans doute tiré. On ne peut pas simplement divorcer de sa femme ou ne pas vraiment divorcer sans faire la une des journaux et tout gâcher. Pour tous les autres riches qui ont acheté l'immunité diplomatique et s'en sortent tous les jours, on sait que c'est une marchandise accessible. Maintenant, ils sont là dehors, ils font ce qu'ils veulent. On ne peut pas faire autant la une des journaux. C'était offshore. On se retrouve sur la plage la semaine prochaine. Les kleptocrates, dictateurs et oligarques pillent les ressources de leur pays et s'enrichissent, tandis que leurs enfants mènent des vies luxueuses à l'étranger avec des pop stars et dans le club de Michael Jackson. Nous sommes ici pour expliquer comment les riches vivent au-dessus des lois, mettent en place des systèmes pour y parvenir et entubent le reste d'entre nous. Bienvenue dans le monde offshore. Aujourd'hui, sur la côte africaine, de nombreux pays subissent les effets de la corruption. Les dirigeants corrompus du monde entier aiment utiliser leur pouvoir politique pour s'approprier la richesse de leur pays par le biais de pots de vin, de rétrocommissions ou tout simplement en détournant les fonds publics dans leurs poches personnelles. Tout cela au détriment de leur peuple. On les appelle kleptocrates. Et l'officier aide ces kleptocrates et leurs enfants, les kleptobrates, à rester riches. Quel train de vie mènent ces enfants? S'en sortent-ils sans conséquences? On le constate vite chez ces kleptocrates mondiaux. Ils gouvernent par la violence, pillent les ressources et s'approprient l'argent destiné au bien public et au développement national. Ensuite, ils regardent ce qu'ils ont fait à leur pays et se disent «
Birk. Ils dessinent que leur gamin klepto ne peut pas grandir ici. C'est dégoûtant. Ils les envoient à l'étranger, dans des écoles et lieux prestigieux pour leur éducation. Voyons où ces parents kleptocrates ont envoyé leurs enfants à l'école. Avant de diriger la Corée du Nord, Kim Jong-un était le fils du dirigeant Kim Jong-il. Enfant, il a fréquenté l'école internationale de Berne en Suisse. Parce que, mec, rester en Corée du Nord n'aurait vraiment pas été top. Souviens-toi de ta famille, qui pratique des activités illicites comme la traite d'êtres humains pour financer notre station de ski de luxe. Le président chinois, Xi Jinping, a envoyé sa fille à Harvard. Comme le fils playboy du membre corrompu du PCC, Bo Xilai, qui aurait vécu dans un appartement de luxe et conduit une Porsche à 80 000 $. Moi, je prends le bus. Et que dire des Russes? La fille du porte-parole Dmitri Peskov a un jour déclaré que le système éducatif russe est un véritable enfer. Je me demande qui pourrait arranger ça. Son père, peut-être. Cette mondaine active sur Instagram, ayant étudié à Paris et affirmant s'être faite toute seule, juge injustes les sanctions américaines après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. On devrait peut-être l'écouter, puisqu'elle a littéralement été formée à l'injustice. Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères de Poutine, affirme que la Russie n'a pas attaqué l'Ukraine, dirigée selon lui par des néo-nazis et toxicomanes. Pourtant, il a envoyé sa fille à Columbia, à New York. La belle-fille de Lavrov, fille de son autre épouse non officielle, a étudié à l'Imperial College et acheté à 21 ans un appartement à Londres pour 5,8 millions de dollars selon les récentes sanctions. Honnêtement, tu n'es pas cool à moins d'avoir des sanctions contre toi. Alors, que font réellement ces rejetons de kleptocrates avec leur diplôme? Saïf al-Islam, fils du dictateur libyen Mouammar Kadhafi, a étudié à Londres avant de brutaliser ses concitoyens. Le prince héritier de Bahreïn a étudié aux États-Unis et au Royaume-Uni, puis a brutalisé ses concitoyens. Bachar el-Assad, dictateur héritier de Syrie, a passé du temps à Londres pour se former comme ophtalmologue. Pouvez-vous me les relire pour que je puisse mieux en examiner un ou deux? Merde, t'en fais pas! Je vais aller brutaliser mes citoyens. Comment ces rats de bibliothèque occupent-ils leur temps? Tu connais My Super Sweet 16 sur MTV, où les riches organisent des fêtes extravagantes pour les 16 ans de leurs enfants. Certains pleurent parce qu'ils reçoivent une Mercedes bleue au lieu d'une noire, comme demandé. Voilà les fêtes des gestionnaires de fonds spéculatifs et des rappeurs pour leurs enfants. Laisse-moi te dire que les fêtes des rejetons de kleptocrates rendent cette bar mitzvah extravagante insignifiante. Celle où tu es allé était vraiment nulle. Tu comprends, Jake? Ta table de bonbons de l'Air Force? La station de peinture était ratée. Tout le monde a trouvé ça super ringard. Pas impressionnant. Tout le monde a détesté. Isabel dos Santos, la fille du dictateur angolais José Eduardo dos Santos, a déjà fait venir Nicki Minaj en Angola pour un concert à 2 millions de dollars. Nicki Minaj a publié une photo avec Isabelle sur Instagram, affirmant qu'elle serait la 8e femme la plus riche du monde, en disant « Girl Power, ça me motive tellement ». Fais-le à ta façon, rien ne symbolise mieux le girl power. C'est comme piller l'industrie pétrolière de ton pays à hauteur de 3,5 milliards de dollars, faisant de toi la femme la plus riche d'Afrique, alors que la moitié de ton pays vit avec moins de 2 dollars par jour et a la 60e pire espérance de vie au monde. Ouais, récupère ton propre mandat d'arrêt Interpol pour détournement de fonds, fraude, trafic d'influence et blanchiment d'argent. Mariah Carey a aussi chanté pour la famille Dos Santos en 2013. Ça a du sens? On adore tous le single de Noël de Mariah Carey. Tout ce que je veux pour Noël, c'est l'argent du pétrole angolais. Sir Elton John a chanté pour l'anniversaire du gendre de l'ancien dictateur du Kazakhstan pour 1,5 million et Nelly Furtado aurait chanté pour la fille du dictateur. Et Kanye West a chanté au mariage de son petit-fils pour 3 millions de dollars. Il y a aussi les plus grands amateurs de musique du monde des gosses de kleptocrates, les fils de Mouammar Kadhafi. L'un d'eux a payé 1 million de dollars à Beyoncé pour chanter à sa fête du Nouvel An à Seattle, à Saint-Barthélemy. Il avait aussi Usher, Jay-Z, Russell Simmons et John Bon Jovi présents. La famille Kadhafi a également fait venir Mariah Carey, Lionel Richie, 50 Cent et Nelly Furtado pour des spectacles privés. Nelly Furtado joue pour tous les dictateurs. Je crois que chaque dictateur, a dit Nelly Furtado. Pour être juste, pour qui une pop star n'a-t-elle pas chanté? Une famille a fait exploser un avion de ligne, tuant 270 personnes. Ensuite, il y a l'actuel vice-président de la Guinée équatoriale, Teodoro Nguema Obiang. Notre gars, Teddy, un homme accusé de corruption massive par des gouvernements du monde entier et fils du dirigeant en poste le plus longtemps au monde, le père de Teddy, est dictateur du pays depuis 4 décennies. Et ce type, il fait la fête. En 2018, Teddy a fait venir Ludacris, Akon, Jeezy, Sean Kingston, tous pour se produire à sa fête d'anniversaire. Voici une vidéo de Luda à la fête que Teddy a publiée. Nés en Afrique, faites du bruit si vous voulez l'entendre.
Ouais, faites du bruit si vous faites partie des 45% de la population de Guinée équatoriale ayant une source d'eau sûre et fiable ou des 51% ayant accès à des installations sanitaires adéquates. Ouais, d'accord. Alors regardons Teddy d'un peu plus près. Les Obiang forment un sacré duo. Un père prêt à gouverner brutalement et exploiter sa nation pour de l'argent, un fils déterminé à mener une vie outrageusement extravagante. Comment les Obiang sont-ils devenus si puissants? Papa Teodoro a pris le pouvoir en Guinée équatoriale en 1979, menant un coup d'État contre son propre oncle et l'exécutant dans sa tristement célèbre prison de Black Beach. Sacrée famille, mec. Plus tard, la Guinée équatoriale a découvert du pétrole. Leur PIB a explosé, mais cet argent profitait uniquement à une famille, pas au peuple. Comme tout bon kleptocrate, ils refusaient de dépenser ce nouvel argent dans leur pays, Burke. Dégueulasse. Ils voulaient dépenser cet argent en Amérique et en Europe. C'est là qu'intervient la tristement célèbre Riggs Bank, la plus importante banque américaine dont vous n'aviez jamais entendu parler ou de nombreux présidents américains avaient à leur compte. On la voit au dos du billet original de 10 $. Elle a financé la guerre américano-mexicaine, l'achat de l'Alaska et l'invention du télégraphe. Riggs a ouvert de nombreux comptes pour les Obiang et a créé des sociétés écrans aux Bahamas pour eux. Riggs faisait tout pour eux avant que tout ne s'effondre après le 11 septembre. Et dans l'un des rares exemples où l'offshore a été puni en Amérique, la Riggs Bank a finalement fait faillite sous la pression des enquêtes du Sénat et d'énormes amendes. Repose en paix à cette institution corrompue de la vieille école. Paix aux banquiers dans les cieux. Le 11 septembre et ses conséquences, dont le Patriot Act, ont imposé des règles strictes encadrant le blanchiment d'argent et le secteur bancaire, ruinant le montage offshore de l'OB. J'ai failli oublier qu'on est dans l'offshore et que les riches s'en sortent toujours. Quelques industries ont fait du lobbying pour créer des failles et obtenir des dérogations temporaires aux réglementations sur le blanchiment d'argent après le 11 septembre. Immobilier, compte séquestre, gestion de fonds de capital investissement, hedge fund, voitures et jets de luxe, maisons de vente aux enchères. Cette liste d'exemptions était comme un manuel offshore pour mener une vie de playboy aux États-Unis. Et Teddy est le playboy kleptobrat. Dans les années 2000, Teddy habitait son palais de Malibu, acheté pour 30 millions de dollars. Un manoir de 1500 mètres carrés avec golf, court de tennis et 2 piscines offrant une vue spectaculaire sur le Pacifique. Teddy possédait au moins 32 voitures de sport. Et une fois, il aurait garé sa Bugatti près d'un club, a vu des passants l'admirer et il a envoyé son chauffeur chez lui pour ramener une autre Bugatti qu'il pourrait garer à côté afin d'en avoir 2 à montrer. 2 Bugatti? Mince, il faut vraiment que je devienne comme ça. Il possédait des hors-bords rapides et un jet Gulfstream 5 acquis par une société écran. Il fréquentait des mannequins et la rappeuse Eve. Il a organisé une fête pour elle sur un yacht loué 700 000 $. Il a demandé à un constructeur de bateaux allemand de concevoir les plans d'un yacht de 60 mètres avec bassin à requins, salle de cinéma et porte à empreinte digitale pour 380 millions de dollars. Peux-tu me faire ça? Et je veux le requin sur le bateau? Mais souviens-toi de la règle d'or du monde offshore. Reste discret, ne fais pas trop de bruit. Ce type était tape à l'œil. Sa vie était la plus luxueuse et folle que tu puisses imaginer, sauf qu'il la rendait encore plus démente. Teddy, obsédé par Michael Jackson et ayant de l'argent sale à dépenser, a voulu devenir le plus grand collectionneur d'objets liés à Michael Jackson. Il a acheté un MTV Moonman Award, le disque d'or de Beat It, un ballon de basket signé à la fois par Michael Jackson et Michael Jordan. Une veste rouge dédicacée du clip Thriller, des statues grandeur nature de Michael qu'il a installées dans son manoir de Malibu. Et le grand prix, pour 160 000 $, il a acheté le célèbre gant blanc recouvert de cristaux. Jimona, tu te souviens des exemptions dans le Patriot Act? Le secteur des enchères n'a aucune obligation de vérifier l'origine de l'argent ou l'identité des acheteurs de souvenirs de Michael Jackson à prix élevé. Teddy devait juste demander à sa secrétaire d'enchérir sur place, transférer l'argent depuis la Guinée équatoriale et exiger l'anonymat auprès des maisons de vente aux enchères. Les affaires de Michael Jackson sont entre les mains d'un criminel habile, mais pas trop habile. ICE, une organisation gouvernementale américaine principalement connue pour l'expulsion des immigrés clandestins, possède un département dédié à la lutte contre la corruption. Elle vise à empêcher les kleptocrates de faire transiter leur argent par les États-Unis. Et l'équipe anticorruption voulait un cas exemplaire. Les frasques de Teddy dans les tabloïds les ont menés à ses achats de bateaux. Excusez-moi, avez-vous vu ce type ici? Et très vite, ils ont aussi découvert les souvenirs de Michael Jackson et le gant.
En octobre 2011, l'ICE et le ministère américain de la Justice ont ciblé Teddy et ses biens. L'avocat de Teddy a déclaré « D'accord, nous ne déplacerons pas ses biens hors des États-Unis le temps qu'on règle tout ça. » Teddy aurait envoyé un membre de son équipe à Malibu avec une mission unique, exporter un maximum de souvenirs de Michael Jackson vers la Guinée équatoriale. Il a aussi pris tout ce qui n'était pas fixé, dont la plupart de ses voitures et son jet. 2 jours plus tard, son homme est parti en Guinée équatoriale avec le gant le plus célèbre du monde. Les kleptocrates comme les Obiang profitent de leur pouvoir pour s'enrichir au détriment de leur peuple. L'argent détourné sert à eux-mêmes et à leurs enfants. Et Teddy, il est aujourd'hui vice-président de son pays. Il voyage en jet privé, fait du yachting et publie tout sur Instagram. Et en fait, en 2014, il a publié beaucoup de photos de souvenirs de Michael Jackson, y compris le gant blanc. Les kleptocrates sont-ils les méchants de cette histoire? Bien sûr, mais l'Amérique est aussi complice pour avoir laissé ses failles et permis le transit de leur argent sale. Les réserves pétrolières de la Guinée équatoriale sont principalement exploitées par des compagnies américaines qui en tirent d'importants profits. L'argent des ressources naturelles du pays va à une famille corrompue qui le dépense en biens de luxe en Amérique. En 2009, un télégramme diplomatique de l'ambassade des États-Unis dans le pays indiquait que la porte était grande ouverte pour que les États-Unis exercent une influence significative et poussent le président vieillissant à instaurer des réformes démocratiques. Ils ont dit, au final, nous payons toutes leurs factures via les compagnies pétrolières américaines. Et les dirigeants de la Guinée équatoriale le savent. Les États-Unis parlent beaucoup de tout l'argent qui part vers les paradis fiscaux, vers la Suisse et les îles Caïmans. Mais pour le reste du monde, le paradis fiscal, c'est la bonne vieille Amérique. Les États-Unis sont désormais le paradis fiscal. Avant, c'était la Suisse, puis les îles Caïmans et toutes ces îles. Maintenant, le paradis fiscal, c'est les États-Unis. C'est ce qui se passe. C'est ce que j'essaye de faire comprendre dans cet épisode en ce moment. Nous étions un paradis fiscal depuis le début? Voilà, c'était l'offshore. On se retrouve sur la plage la semaine prochaine. Mince, je peux pas laisser ce truc dans le studio, je vais me faire virer.